Si on finit à 20h par exemple, à minuit je suis encore dans un mouvement intérieur. Parce qu'il y a un autre endroit de mon cerveau qui est quand même extrêmement concentré, à vif, qui n'arrête pas de mouliner, qui me fatigue. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un corps fatigué ne peut pas produire de l'émotion. Quand on est serviteur de l'État comme j'ai été pendant des années, on peut pas reculer, on peut pas renoncer. Salut à tous et bienvenue sur On Time. Aujourd'hui, on reçoit le casting du film 13 jours, 13 nuits sur la prise de Kaboul par les talibans en août 2021 et l'organisation d'un périlleux convoi d'évacuation. On va donc échanger avec le réalisateur Martin Bourboulon, avec son actrice fétiche Lina Koudry, l'excellent Roche Dizem, ainsi que Mohamed Bida qui a exfiltré des milliers d'Afghans à Kaboul. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas. Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Vous avez vécu quelque chose de très fort, des images qui doivent vous rester en tête, et pourtant vous n'avez jamais désespéré. Parce que je suis pas un tout jeune en fait, j'ai la soixantaine, j'ai 40 ans de police derrière moi, donc j'ai vécu aussi d'autres anecdotes policières, et j'ai confiance en ma capacité à faire des choses. Je suis moins confiant s'agissant d'un environnement que je ne maîtrise pas, et une situation dont je n'ai pas non plus la maîtrise. Mais je sais que je suis en capacité de faire quelque chose, parce que pour moi, ces événements, au moment où ils se produisent, créent une intensité qui est quand même très, très, très forte. Et c'est vrai que moi, je me suis, par le passé, je me complaisais dans ce genre d'action intense, où j'arrive à garder le calme, à me maîtriser, et puis à réagir dans des situations qui sont parfois complexes. Mais ça fait partie aussi de la construction de l'homme que j'étais dans la police, du policier. Et c'est vrai que je pense que l'expérience et l'âge font qu'on a un peu plus de confiance en soi, et surtout on doit incarner une posture et une image vis-à-vis des plus jeunes qui sont là, qui sont probablement aussi inquiets. Pour autant, la peur m'habite quand même. J'ai des doutes, mais je ne dois pas les montrer, je ne dois pas faillir, je dois incarner je dirais l'étendard que les gens doivent suivre parce qu'ils ont confiance. Ouais. Mais pour autant, la situation était pour moi quand même aussi complexe que pour les autres. Oui. Mais à quel moment il y aurait pu avoir une perte de contrôle précisément à Kaboul et vous vous êtes dit, voilà, il faut que je me prenne en main et que je garde cette posture justement? La perte de contrôle aurait pu intervenir au moment où on comprend que les solutions d'hélicoptères, de forces spéciales, de parachutistes, que sais-je, tombent à l'eau. Parce qu'il y a eu comme ça des scénarios qui ont été imaginés, sauf qu'il y a un principe de réalité, c'est que les Américains ont signé cet accord avec les talibans, que les talibans sont présents à Kaboul, qui vont reprendre le pouvoir. Donc on est dans la situation de Saigon en 1975, où les Américains, après avoir signé l'accord, se sont retirés des combats et ont laissé la capitale tomber aux mains des insurgés. Et là, on est dans la même posture pour les Américains. Il est hors de question d'exposer des vies américaines, pour sauver des gens qui sont encore, pour la plupart, déjà sauvés, sauf que quelques-uns seulement sont encore au sein de cette ambassade. Et puis le côté très humain aussi qui me touche beaucoup, c'est que c'est des gens qui doivent fuir un pays, mais un pays qu'ils aiment profondément, quoi. Ça aussi, cette dimension humaine, ça vous a touché? C'est le cœur du film. C'est le cœur du film, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas, vous avez raison de le préciser, c'est pas des gens qui quittent un pays, c'est des gens qui fuient un pays parce que ce qui les attend est terrifiant. Et donc ça, c'est une tragédie humaine. Et c'était important, dans la façon de le raconter, de ne pas avoir une démarche spectaculaire. Quand je dis spectaculaire, dans le sens du mot spectacle, c'était important de rester dans le regard de notre personnage principal pour avoir cette humanité qui est, à mon avis, l'angle essentiel et principal pour raconter ce drame humain. On voit que c'était un peu inimaginable pour vous d'abandonner les gens. Ça vous auriez pu arrêter, partir, et non en fait. Jamais. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Ça. Quand on est serviteur de l'État comme j'ai été pendant des années, ou comme l'ont été certains de mes collègues, on ne peut pas reculer, on ne peut pas renoncer à protéger des gens. Ça, c'est le cœur même de notre métier. Ouais. Et c'est quelque chose qui correspond
aux valeurs qu'on défend au quotidien sur notre territoire en France. Et ces valeurs, c'est quand même la colonne vertébrale de notre engagement. Si on renie cet engagement, on perd son âme. Et c'est pour ça qu'on, moralement, éthiquement, on ne peut pas faire autrement que d'être dans l'action pour sauver ces gens. Moi, c'est vraiment des images qu'on a tous reçues un peu comme ça, un peu violemment. On s'est pris ces images dans la tronche sans... Enfin, et du coup, ça crée un espèce de sentiment de... Mais c'est hyper égoïste de ne pas vouloir chercher plus loin. Et quand je découvre cette histoire très subjective et donc qui est l'histoire de Mohamed Bida, je ne connais pas du tout cette histoire. C'est Martin qui m'invite à la découvrir et j'apprends qu'il y a ce livre, j'apprends que cette histoire existe et je me dis, ouais, ça mérite un film, je crois. Ce qui est bouleversant, c'est de voir que c'est des gens qui fuient leur pays, mais un pays qu'ils aiment, quoi. C'est ça aussi qui vous a touché, cette dimension. Moi, c'est ce qui m'a touché énormément, comme vous dites, c'est le déracinement forcé. Je trouve que c'est un sujet extrêmement actuel, qui raconte beaucoup sur l'état du monde au sens large. Et effectivement, moi, ces images dont parle Lina, on était en plus en tournage des Mousquetaires à ce moment-là, elles étaient extrêmement choquantes. Quand on voit des femmes et des hommes qui courent sur un tarmac et qui s'accrochent à un avion qui est en train de mettre les gaz pour décoller, on se projette immédiatement dans le désespoir humain qui est extrêmement puissant à ce moment-là. Donc, c'était des images qui nous semblaient à la fois assez loin. En plus, on était encore un peu dans le Covid et tout, donc l'actualité, elle était encore chahutée par plein de choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est effectivement, dans le récit de Mohamed, ce qu'on a essayé de retranscrire dans le film, avec des petits éclairages sur différents personnages, c'est effectivement de montrer à quel point c'est un peuple qui est obligé de fuir un pays qu'ils ne veulent pas quitter. Et je trouvais que ça c'était touchant et de prendre la bonne place pour en parler, sachant que moi, Martin, je suis jamais allé en Afghanistan, que c'est pas mon histoire. Je trouvais que moralement aussi, ce sujet m'obligeait d'avoir la bonne distance par rapport à ces gens qui vivaient ça. Et donc, quand j'ai lu le récit de Mohamed, je me suis dit, en réalité, de raconter le point de vue de cet homme, commandant de police, qui conduit une opération de police menée par l'armée française, va me permettre aussi, dans un film spectaculaire, d'avoir un éclairage sur ce sujet du déracinement qui me touche. Puis même, Lina, toi, tu es née en Algérie et tes parents sont partis quand tu étais encore un bébé. Est-ce que ça t'a permis aussi de faire appel à des choses un peu enfouies en toi Bah forcément, j'ai pas de souvenirs intacts j'avais 2 ans quand mes parents ont quitté l'Algérie. Et donc j'ai pas de souvenirs intacts, mais je pense que c'est en moi et que forcément, c'est des choses que j'ai convoquées. Et puis le déracinement, c'est un aspect évidemment qui m'a tout de suite parlé. J'ai une double culture. J'ai dû quitter un pays, mes parents malgré eux. Donc oui, j'ai essayé de me raccrocher à ces points-là pour créer quelque chose d'Eva. Et puis il y a des scènes complètement folles dans le film. On voit une foule massive se ruer dans le portail. Enfin, ça nécessite, j'imagine, un nombre de figurants assez incroyable. Donc déjà, combien il y avait de figurants et comment on fait pour diriger autant de gens ? Il y avait 10 000 figurants sur la totalité du tournage, sur les 10 semaines de tournage, avec donc évidemment des journées à pic où il y avait 800 ou 900 personnes à gérer. Et moi, c'était un des premiers défis en réalité après l'expérience des 3 Mousquetaires sur 150 jours de tournage. On n'est jamais totalement prêt quand on aborde un film, mais plus ce que j'avais pu faire avant, je me sentais prêt de faire face à cette grosse machine. Après, je découvrais ce que c'était que la gestion de la foule et comment retranscrire une émotion avec la foule. Travailler une émotion avec une actrice comme Lina ou comme Rochdi, on travaille à 2 dans l'intimité, on se cherche, on rebondit, puis à un moment donné, l'acteur fait sa partition. Faire vivre une émotion de désespoir avec une foule de 800 personnes, c'est compliqué. Ouais. Et il y a eu des équipes merveilleuses au Maroc qui ont réussi à mettre en scène aussi par rapport à ce que moi je l'avais demandé en amont. Et voilà, après ça oblige un peu de technicité parce qu'évidemment tout se prépare vachement en amont. Moi j'aime bien être calme et serein sur les tournages, le plus possible, ou donner l'impression que je le suis, même si ça se balade là-haut. Et en même temps, parce qu'on ne peut pas dire à une foule de 800 personnes « Ah ben non, finalement j'ai changé d'avis, vous n'allez pas vous mettre là, vous allez là ». Tout est quand même très millimétré. J'ai des équipes que Lina connaît très bien et qui se travaillent depuis longtemps, dont Juliette Crété, plein de gens comme ça qui sont formidables. Mais voilà, je dirais que c'était, pour répondre à la question, préparer au mieux pour aborder les choses au moment où le jour du tournage arrive avec de la fluidité et
d'aisance pour laisser la part justement à la créativité. Et l'autonomie. L'autonomie et la créativité. C'est quand même une tagline du film. Un jour, j'ai osé dire, c'est l'anecdote, parce qu'on aime bien les anecdotes. C'est une fille qui est très proche de moi, qui s'appelle Juliette Crété, qui est une amie d'enfance que Lina connaît bien, qui travaille avec moi depuis mes 6 films. C'est la première assistante. La première assistante réalisatrice, sans qui je ne ferais pas grand-chose. Et qui, en plus de ça, j'ai pas mal enchaîné ces derniers temps. Entre la sortie des Mousquetaires, on a travaillé sur Carême ensemble. Et moi, je l'ai envoyée au Maroc faire et elle faisait vraiment beaucoup de choses et de manière très autonome. Et elle prenait des décisions, elle me faisait des récaps. Enfin, j'avais une folle confiance en elle. Et un jour, dans un moment un peu d'énervement, j'ai osé lui dire « Non, mais je comprends pas, en fait. » Oser un peu être juste autonome et créative. Et elle a bugué pendant genre un quart d'heure. Elle me dit « Mais comment tu peux oser me dire un truc pareil ? Ça fait 6 mois que je prépare le film au Maroc toute seule. » Et donc, pour l'anecdote, elle nous a, à toute l'équipe, fait des t-shirts à la fin du tournage. Avec écrit « Créatif et autonome, 13 jours, 13 nuits. Voilà. Et on l'a Elle a tous. fait tirer 80 t-shirts. Et donc, j'ai ce t-shirt chez moi que je mets. Autonome et créatif. Mais je vois sa tête qui dit « Le gars peut pas oser me reprocher ça, alors que je ne fais que ça sans lui depuis un an. » Donc, big up à Autonome et Juliette. créatif, 13 jours, 13 nuits, elle arrive avec plein de t-shirts. C'est possible. Et vous, Mohamed, vous avez dû être bluffé de voir un peu tous les décors, les moyens qui ont été mis en place pour recréer un peu Kaboul, l'aéroport. Qu'est-ce que ça vous a fait de C'était impressionnant parce qu'effectivement, j'ai retrouvé les éléments de décor que j'avais autour de moi à Kaboul, dans un endroit très précis, dans une sorte de village, autour de Casablanca. Et à l'écran, évidemment, c'est bluffant, parce que c'est un réalisme extraordinaire. Et c'est ce qui contribue aussi à la réussite du film, c'est qu'on a réussi, enfin Martin Bourgon a réussi à restituer les décors, y compris la peinture des véhicules, les immatriculations, les murs, les vêtements, les tenues. Alors je ne sais pas combien de centaines de kilomètres de tissu il a fallu pour l'ensemble des figurants, mais c'est une restitution qui contribue à la véracité des événements, et avec le scénario, le jeu d'acteurs, la musique, enfin tout, ça donne une puissance extraordinaire qui vous frappe et qui vous embarque dans le film pendant toute la durée de la projection. Ouais. Et puis même en tant qu'acteur, j'imagine que vous devez être flatté, c'est un peu un luxe quoi, d'avoir autant de moyens qui permet d'être autant mis dans de bonnes conditions. Hein. Oui, c'est un luxe, vous avez raison de le préciser. Mais parce qu'on a une histoire formidable. Et aujourd'hui, il y a un cinéma français qui nous autorise à faire des films à la hauteur de nos moyens, même si le sujet en lui-même, c'est pas un sujet très populaire. On n'est pas dans la fresque historique, on est dans l'actualité, etc. Et par expérience, j'ai pu lire des projets comme celui-là, et puis on me disait, alors l'Afghanistan, on va le faire à Brie-Comte-Robert, tu verras, il y a un petit endroit où ça fait la blague. À chaque fois de ramener vers le bas l'économie du film, et finalement on fait un film avec des bricoles, et puis même nous on n'y croit pas trop, même si l'envie elle est intacte. Et là, grâce à Pathé, grâce à Ardavan Safaé, grâce à Dimitri Rassam, ils ont mis à la disposition de Martin Bourboulon suffisamment de moyens pour qu'on retrouve de l'authenticité dans tout ce qu'on a entrepris. Et vous, en tant qu'acteur, c'est pareil, vous sentez aussi que votre travail est respecté, que votre statut aussi, il s'en trouve transformé, et ça vous donne une force supplémentaire. Parce que vous sentez qu'il y a une économie autour de vous qui est faite pour tirer le film vers le haut. Et ça, ma foi, c'est suffisamment assez rare pour être signalé. Et malgré mon expérience, je vous assure, j'ai rarement été confronté à autant d'énergie pour raconter une histoire. C'est vrai que les talibans sont encore là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen aussi d'éveiller les consciences quoi, Probablement, peut-être que à travers les écrans, délivre quelques messages, si on prend la peine de bien le lire, et puis le film relaie ces messages, mais d'une force beaucoup plus importante. Après, dire que ça va sensibiliser l'opinion publique, je l'espère, mais j'en suis pas convaincu à 100%, et puis c'est pas l'objectif de toute façon de ce film, c'est pas un film c'est un film qui décrit une situation et qui aussi parle du sort qui est réservé aux femmes aujourd'hui. Mais pour autant, c'est à l'opinion publique qui verra ce film
de s'engager ou pas. Mais il n'a pas pour objectif de le faire. Maintenant, l'Afghanistan d'aujourd'hui, qu'on a laissé aux mains des talibans, c'est notre responsabilité également. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils décident de partir, enfin surtout les Américains, eux décident de quitter l'Afghanistan parce que ça leur coûte trop cher, et puis en laissant beaucoup de femmes qui ont eu cet espoir pendant 20 ans et de croire à leur liberté, à leurs droits nouveaux. Aujourd'hui, tout ça a été balayé d'un revers de main par les talibans qui ont tout supprimé, y compris le droit de se maquiller. Ouais. J'avais un prof, Chouaïb d'ailleurs, qui joue dans le film le personnage de Niangale, il faut que j'arrive à le dire. Niangale, pardon. Qui est le chef taliban du checkpoint, qui menace Lina dans la scène géniale. Donc c'était d'ailleurs très particulier de faire cette scène avec lui parce que c'était mon coach à la base et qu'on s'entendait très très bien. Qu'il a été extraordinaire parce qu'il m'a vraiment, en plus de m'avoir transmis ce qu'il pouvait de la langue en phonétique, hein, bien sûr, il m'a surtout raconté beaucoup son histoire et l'histoire de l'Afghanistan. Donc il a été beaucoup plus qu'un coach de langue, mais non, j'ai pas de coach d'acteur, je fais entièrement confiance à mon réalisateur. J'estime même que c'est un peu bizarre, moi je trouve, si je dois travailler, c'est avec Martin, si j'ai des questions à poser, c'est à Martin, et puis si c'est nécessaire d'avoir un coach, ça vient du réalisateur, je crois. Justement, avant une grosse scène un petit peu de tension, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous allez dire à Lina avant de rentrer dans la scène, peut-être? Bon courage. Bon courage. Si t'as aimé la cantine, on fait des blagues. C'est un peu intime parce que c'est la vie d'un plateau et de nos relations de tournage et humaines, tout simplement, avec Lina, Rogy ou Juliette dont on parlait. Mais moi, j'aime bien, je sais pas, je crois c'est assez fluide, on rigole, Oui. J'aime bien désamorcer un petit peu le truc pour aussi valoriser les moments très précis du travail qui sont vraiment dans la scène. C'est vrai qu'on est l'un et l'autre assez, en tout cas sur les tournages, moi je connais que mes tournages, de fait, Lina elle a beaucoup plus de comparaisons que moi parce qu'elle travaille avec plusieurs réalisateurs différents. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs en réalité. Mais moi, j'aime bien avoir... C'est vrai, mais j'aime bien... sur Carême, on a quand même aussi beaucoup rigolé avec Benjamin, Jérémy et tout ça. Le Trois Mousquetaires, c'était très joyeux aussi. J'aime bien avoir cette humeur-là, en tout cas donner cette humeur-là le plus possible, parce que c'est ce que je suis, au fond, je pense, de ma personnalité. Parce qu'il y a un autre endroit de mon cerveau qui est quand même extrêmement concentré, à vif, et qui n'arrête pas de mouliner, qui me fatigue. Mais qui me donne aussi une vision que j'essaie de suivre sur les films que je fais, qui sont quand même assez différents. Donc avant une scène... non, mais avant une scène, déjà, on s'est déjà parlé de la scène avant, on s'en parle à la lecture, on s'en parle la semaine d'avant, on s'en parle la veille, on change des choses, etc. Et après, sur le plateau, il n'y a pas de pression particulière, et c'est ce que je dis, et c'est vrai que c'est vraiment représentatif des tournages de Martin. Il y a une bonne humeur, il y a toujours une joie d'être là, et comme une vraie reconnaissance de pouvoir faire ce métier avec... moi, j'ai l'impression de voir un réalisateur qui s'amuse vraiment et qui profite de chaque instant. Et oui, pour qu'à ces moments-là, ces moments dont on a parlé beaucoup, ces grosses scènes qu'on prépare et que, oui, il y a cette partie-là du cerveau qui mouline sans cesse, qu'on arrive à ce moment-là en sachant déjà beaucoup de ce qu'on va faire, parce qu'on s'en est parlé. Ouais. Et donc, essayer de faire tomber la pression juste avant pour se laisser aller. Et après, une fois qu'on rentre dedans, par contre, là, aux premières actions, on est dedans. Donc là on malaxe la matière, on travaille, on y va, et on est très, très concentré. On le sait, on se parle pas beaucoup, on rigole pas beaucoup. Mais quoique, moi, j'ai encore une anecdote sur Juliette où on a 900 figurants, je crois que c'est un jour de pic, justement. Dans le canal à la fin, là où tu arrives. Il nous reste, exactement, moi je cours pour retrouver ma mère, etc. C'est ce moment-là. Et il nous reste vraiment, le soleil est en train de tomber, donc l'équipe technique et le chef-op nous dit vraiment, il vous reste 3 prises si vous voulez plus que le soleil. Et Martin et moi, on est en train de parler, mais de complètement autre chose. Et il y a Juliette qui arrive. Il y a genre 1000 personnes qui attendent, quoi. Et Juliette, elle vient nous voir, elle dit ça va, vous n'êtes pas stressés, vous. Hein. Il nous reste 3 plans, il y a 900 figurants, tout va bien. Mais on y va et on se dit qu'on va... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un endroit de surstress. Bien sûr. Et donc, on désamorce, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concentré.
Ouais, il y a un côté très courageux dans votre personnage, c'est énormément de tension dans le film. Comment vous arrivez le soir à déconnecter un peu quand vous rentrez après une journée de tournage, comme ça? Et je vais courir. C'est vrai? Je déconnecte assez vite. Ouais. C'est pas le soir. C'est dès que je rentre dans ma loge pour me changer. Mon personnage, il reste dans la loge. Il y a, on va pas se mentir, il y a des résidus que vous emmenez avec vous à l'hôtel ou parfois à la maison. Mais ça, c'est la partie inconsciente. Mais pour bien rentrer dans la peau du personnage, il faut que je m'en débarrasse chaque jour, chaque soir. Okay. Et moi, mon secret, ma petite recette, c'est effectivement d'aller me dépenser physiquement. Comme ça, le corps est fatigué et l'esprit aussi. Et après, vous êtes dans une forme de repos et vous êtes à même de mieux réattaquer le personnage sur lequel vous vous consacrez. Et je me sens, en tout cas, plus à même de l'incarner dans ces conditions-là. Peut-être même le sport aussi, est-ce que ça aide peut-être justement d'avoir une bonne hygiène de vie pour mieux jouer? Je sais pas, moi, pour moi oui, mais parce que j'ai le sentiment que pour rendre mon esprit disponible, afin de créer de l'émotion, il faut que le corps soit en forme. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un corps fatigué ne peut pas produire de l'émotion, ou alors très limité. Donc c'est de se mettre dans les conditions idéales pour, évidemment, pouvoir étoffer son jeu, mais surtout être malléable. Ouais. Parce que vous ne savez pas ce qu'on va vous demander. Vous faites une idée parfois de la séquence, mais parfois le metteur en scène fait « écoute, on change tout, j'ai réfléchi. Finalement, cette scène qui devait se passer en voiture, au calme, ben, finalement, elle se passe dans le bureau et tu casses tout et tu t'énerves. » Bon, ben, il faut être disponible pour ça, de ce changement, de ces imprévus. Et voilà, j'aime être dérangé dans ma routine. Voilà, il faut sortir comme ça de temps en temps de ce qu'on a préparé pour être dans l'accidentel. Et parfois, on flirte avec la magie. Ouais, c'est beau. Mais est-ce que c'est facile pour vous, quand vous rentrez à la fin d'une journée de tournage, de complètement déconnecter, quoi? Bah, je réponds pour ma part. Moi, j'ai une vie de famille avec 3 enfants. Donc, quand je suis en tournage en France, oui, je déconnecte parce que la réalité de la vie du quotidien me rattrape. Là, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a été 2 mois et demi au Maroc. Ouais. Et le soir, j'étais finalement seul ou on dînait les uns avec les autres, mais c'était, voilà, je déconnectais de fait parce que j'étais pas dans ma vraie vie. Ce qui était d'ailleurs assez agréable quand on est en processus de fabrication d'un film. Mais moi, c'est plutôt ok d'arriver à déconnecter à peu près. Je me force aussi. Et on reparlait de Juliette, décidément, on en parle beaucoup, mais ils savent aussi que le week-end, le soir, moi, je ne peux pas faire des repérages. C'est même pas en rêve, parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Je suis obligé de couper, quoi. Je sais pas, toi, si tu arrives à déconnecter. Je trouve que ça dépend des journées, déjà. Ouais. Et il y a des journées où c'est très long de redescendre. Si on finit à 20h, par exemple, à minuit, je suis encore dans un mouvement intérieur. Donc, ça dépend vraiment aussi des scènes. Mais on essaye, oui, de s'imposer des moments de break pour... Mais sur un tournage, je trouve ça quand même compliqué. Entre les tournages, oui, pour essayer de rebalancer. Mais là, quand on est 2 mois et demi au Maroc à plein temps... Pour un acteur, c'est difficile. J'aime beaucoup cette expression de mouvement intérieur. Ouais. Moi, on rigole, mais qui ne suis pas du tout acteur et qui ne saurais pas l'être. Bientôt, mais pas tout de suite. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ma matière première de travail. Et c'est de faire passer des choses que j'ai en tête par leur travail et leur talent. Mais elle parle de mouvement intérieur et j'entends ça. Je comprends ça que pour un acteur, il y a un endroit où ils sont chahutés par quelque chose pour aller donner dans une scène. Donc j'imagine bien que c'est pas si simple de sortir de cet état-là tout le temps. Et Roger, on vous a trouvé encore bluffant dans ce rôle. Est-ce que vous avez l'impression de devenir meilleur acteur avec l'âge ou pas? J'allais répondre oui, mais oui, enfin, meilleur, je ne sais pas. Mais d'abord, je pense que les rôles qu'on me propose aujourd'hui m'obligent. Je sens ça demande plus de rigueur.
moi, je suis encore plus passionné aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10, 15 ou 20 ans. Ok. Donc, je ne sais pas si je suis meilleur, mais je me passionne de plus en plus pour ce métier d'acteur. Et j'ai l'impression que plus j'avance et plus j'accède à des rôles d'une densité et d'une intensité incroyable. Donc, je suis bien conscient de la chance que j'ai, parce que il y a forcément votre parcours, le travail, l'expérience, mais il y a aussi la chance des rencontres, de tomber sur rôle, de tomber sur Martin Bourboulon. Je sais que j'ai de la chance. Je sais que j'ai de la chance aussi d'avoir accès à des rôles grâce à des écritures et des expériences comme celle de Mohamed. Et j'ai le sentiment qu'on est encore qu'au début de quelque chose, d'un cinéma et d'un genre aussi qui naît, qui prend forme. Donc tout ça est passionnant. Ouais. Ah, vous êtes optimiste. Oui, je suis très optimiste. Ouais. Bah, d'abord, je peux pas être autrement que optimiste par rapport à d'où je suis parti et ce qu'on m'a donné pendant toutes ces années. Donc je ne peux pas faire la fine bouche. Mais j'ai l'impression quand même comme ça qu'il y a une continuité, et pas que pour moi, pour pléthore d'acteurs. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on sent que le cinéma, il a encore une longue vie devant lui, c'est surtout ça que je voulais dire. Et je suis content d'en faire partie, forcément. Est-ce qu'un jour on peut vous voir en tant que réalisatrice, peut-être bientôt? Bientôt, je crois pas, mais peut-être un jour, j'espère. C'est vraiment un exercice très très compliqué. Moi, j'admire Martin qui gère, je sais, des équipes de 200, 300 personnes. Des fois, on lui pose 14 questions à la seconde. Est-ce que le chapeau, il est bleu ou noir? Est-ce qu'elle rentre à droite ou à gauche? Est-ce que, On ne sait jamais, hein, on te donne une réponse et ça va à tout le monde. Et puis, il répond au pif, visiblement. Bah oui, mais... à droite. Bien sûr, quelle question. Et je trouve que oui, ça demande énormément de préparation, de réflexion. En plus, je lui ai souvent posé la question, mais là, tu réponds quoi? Il y a une À vision. gauche non, j'allais dire à droite. Non, Bah, à à gauche. droite, à droite, voilà. À droite. C'est une vision globale de chaque Ouais, c'est une détail, du montage. Ah bah, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on vient vous voir pour vous demander la couleur d'un bracelet en lui disant est-ce que c'est rouge ou c'est plutôt rouge mat. Je dis bah non. Et on vient vous questionner tout, parce que comme c'est ce qui est extraordinaire aussi, c'est que objectivement tout est fait pour être au service de la vision qu'on a et qu'on partage avec nous-mêmes. Et effectivement, on est dans un processus de validation. C'est dans La Nuit américaine de Truffaut, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces extraits qui sont sublimes, au début du film, où on vient effectivement le voir toutes les 2 secondes, la chemise bleue ou blanche, blanc bien sûr, mais quand sait rien. Évidemment, on sait quand même. Mais et on vous demande à la fois ça, comme de valider un cast important, comme de prendre une grosse décision de décor. C'est un métier de fou, hein, mais bon, c'est un métier qui est complètement addictif. Hein. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Génial. Merci beaucoup à tous les deux et Merci bravo à en vous. tout cas. Merci. Génial.